Hello les jeunes, j'espère que vous vous portez bien. C'est une nouvelle vidéo de notre cours de théorie des organisations. J'espère que vous allez pouvoir bien suivre et surtout assimiler les notions tout au long de cette vidéo. Et donc, après l'école décisionnelle, nous arrivons aujourd'hui à l'école sociologique. Et comme à l'accoutumée, comme d'habitude, chaque école que nous voyons, cette école est caractérisée par certains mots-clés que nous allons voir tout au long de cette vidéo. Premier mot-clé de l'école sociologique, c'est ce qu'on appelle le construit social. Après, nous verrons la notion de jeu de pouvoir. Puis après, nous allons entamer une autre approche de l'école sociologique qui est la régulation conjointe. Et enfin, nous allons conclure avec l'approche de la culture organisationnelle. Et comme on est dans les théories des organisations, chaque théorie est caractérisée également par des auteurs. Donc parmi les principaux auteurs de l'école sociologique, nous retrouvons Crozier et Frydenberg qui vont s'intéresser au construit social et au jeu de pouvoir. Puis avec Reynaud, nous allons voir la théorie de la régulation conjointe et enfin, nous allons conclure avec Shane et la culture et le concept de la culture organisationnelle. Alors, en tant que science qui étudie les groupes humains et leurs interactions, la sociologie s'est nécessairement en fait intéressée au fonctionnement des organisations. Et puis, il faut savoir que dans cette école sociologique, les apports sont vraiment nombreux. Et donc, dans ce cours, nous allons nous limiter à 3 courants. Le premier courant, c'est l'analyse stratégique des organisations. Puis nous allons passer au deuxième courant, celui de la régulation sociale ou la théorie de la régulation conjointe. Et enfin, nous allons conclure par le concept de l'analyse culturelle ou bien l'importance de la culture dans les organisations. Et puis, il faut noter aussi la place importante des auteurs français au sein de la sociologie des organisations. Enfin, le premier concept, celui de l'analyse stratégique des organisations, il a été initialement proposé par Michel Crozier et Erhard Frydenberg dans leur ouvrage qui est vraiment très connu dans le monde, L'acteur et le système, qui a été publié en 1977. Cette approche ou bien cette analyse stratégique des organisations, elle a pour objectif principal de comprendre et d'agir sur le fonctionnement des organisations. Et donc, elle considère une organisation comme un ensemble d'acteurs. C'est quoi un acteur? Un acteur, ça peut être un individu ou carrément un groupe d'individus qui sont capables d'action. Et donc, il faut retenir que considérer que les individus sont le moteur de l'activité sociale et produisent des structures sociales est une démarche en sciences sociales appelée l'individualisme méthodologique. C'est quoi? Cette démarche, elle postule que les individus, dans une organisation, ils disposent en fait toujours d'une liberté d'action et donc ils agissent en fait pour satisfaire leur propre intérêt. Alors comment cette analyse stratégique des organisations, comment elle explique et comment elle agit sur une organisation? Cette organisation, elle est définie par des acteurs. Et donc, chaque acteur poursuit ses propres objectifs et met en œuvre ultérieurement des stratégies. Et comme on a vu dans l'école précédente, celle de l'école décisionnelle, nous avons vu que les stratégies ne sont pas nécessairement rationnelles vues de l'extérieur. Pourquoi? Car les individus, tout simplement, ils sont empreints de rationalité limitée. Et donc, ces acteurs et leurs stratégies vont se rencontrer et entrer en interaction ou en conflit. Et donc, le résultat de ces interactions, qu'est-ce qu'il va permettre? Il va permettre d'expliquer
le fonctionnement de l'organisation, et puis en même temps, il va redéfinir les relations entre les acteurs. Donc en fin de compte, on est dans quoi? On est dans un processus qui est dynamique. Mais attention, il ne faut pas confondre l'approche, l'analyse stratégique des organisations qui est parmi les approches qui caractérisent l'école sociologique avec l'analyse stratégique d'une organisation. L'analyse stratégique d'une organisation, comme vous avez vu dans d'autres cours, elle consiste à faire quoi? Le diagnostic interne ou externe, donc on a la matrice SWOT. En interne, par exemple, ce sont les forces et les faiblesses de l'organisation. En externe, ça va être les opportunités et les menaces. Et puis également, cette stratégie, cette analyse stratégique d'une organisation, elle va permettre également de formuler une stratégie, par exemple, de développement, comme le choix des domaines d'activité stratégique ou bien le positionnement concurrentiel. Donc, il ne faut pas confondre entre l'approche qu'on est en train de voir maintenant, l'analyse stratégique des organisations, et l'analyse stratégique d'une organisation. Et également, cette analyse stratégique des organisations dans l'école sociologique, elle s'inscrit également dans une approche systémique. Donc si on se réfère un peu à l'école systémique ou bien la théorie systémique que nous avons vue, l'organisation est un système. Ok? Mais dans l'école sociologique, elle prend en considération le système d'action concret et le définit comme étant l'ensemble des relations existantes entre les acteurs et des règles qui se donnent et qui se stabilisent normalement, qui stabilisent pour un temps donné, l'organisation. Donc, c'est les relations entre les acteurs et les règles. Et la finalité, c'est qu'il y ait une certaine stabilité dans le temps pour l'organisation. Et c'est ce système d'action concret qui permet en fait d'expliquer la structure et le fonctionnement quotidien de l'organisation et non pas l'organigramme. C'est vraiment ce système d'action concret qui permet d'expliquer la structure et non pas l'organigramme officiel de l'organisation et les règles et les procédures affichées. Il en ressort donc que toute organisation en fait est le produit de stratégies des acteurs. En un mot, qu'est-ce qu'on peut dire alors? Les acteurs, c'est ces acteurs qui créent l'organisation ou le système, d'où l'intérêt porté à l'approche systémique. Ainsi, pour agir sur l'organisation, pour gérer le changement, il faut donc repérer déjà et comprendre les stratégies de ces acteurs et observer comment à un moment donné se régule le système d'action. Crozier et Freudenberg, ils adoptent donc le cadre de la théorie systémique afin de comprendre les relations entre les acteurs et en retenant les schémas de causalité circulaire. Si vous vous souvenez, dans l'école systémique, nous avons vu que l'organisation est un système. Et ce système, il est défini ou bien il est caractérisé de sous-systèmes. Et ces sous-systèmes, ils sont en relation qui n'est pas linéaire ou classique, mais plutôt il y a un certain cycle entre ces sous-systèmes, ou bien les éléments de l'organisation du système, et nous avons vu la notion de causalité circulaire. C'est ce que Crozier et Freudenberg adoptent ici dans l'école sociologique et retiennent les schémas de causalité circulaire que l'on a vu bien sûr dans la théorie du système, et donc au cœur de l'approche systémique, on trouvera ce qu'on appelle l'étude des relations de pouvoir. Nous allons voir dans ce qui suit qu'il y a une certaine relation de pouvoir entre les acteurs d'une organisation. Ainsi, le pouvoir est le fondement de l'action organisée d'une entreprise, d'une organisation. Comment se dénouent les interactions en fait? Comment se dénouent les interactions entre les stratégies? Ce qu'on peut dire, c'est que, comme on a dit, c'est que tout est lié à des jeux de pouvoir. Ce qui fait que Crozier
et Friedenberg, qu'au fond, ce qu'ils disent, ce qui fait dire à ces deux auteurs, le pouvoir est le fondement de l'action organisée. Et puis, entre parenthèses, cette citation, il s'agit d'un titre de leur chapitre, d'un des chapitres de leur ouvrage, L'acteur et le système. Ces deux auteurs s'inspirent en fait du politologue Robert Dahl et s'écartent en fait de la vision traditionnelle du pouvoir. Ce n'est pas un attribut qui vient d'un statut ou d'une qualité que l'on possède, mais plutôt c'est une relation d'échange, mais vraiment une relation d'échange qui est en fait déséquilibrée. Et agir sur quelqu'un, c'est entrer en relation et négocier avec lui. Donc l'objet en fait de l'échange, c'est quoi? L'objet de l'échange est la stabilité et la certitude qui offrent les conditions nécessaires à la réalisation des objectifs des différents acteurs. Donc ici, l'analyse stratégique des organisations, qu'est-ce qu'elle considère? Elle considère donc que le pouvoir, il est échangé contre une stabilité et donc contre une certaine certitude. Par exemple, je te donne du pouvoir et j'agirai comme tu le souhaites. Mais en contrepartie, qu'est-ce que j'attends? J'attends aussi de toi un comportement qui soit stable et prévisible et finalité, objectif final, c'est qui va permettre de réaliser mes propres objectifs. Donc, si on veut récapituler, autrement dit, les relations de pouvoir ici dans l'approche stratégique des organisations, ces relations sont vues comme le moyen de stabiliser en fait les comportements humains dans une organisation. Et puis c'est ce pouvoir, ou bien les différents pouvoirs, le pouvoir dans une organisation, quelles sont en fait ses sources? Le degré en fait de pouvoir d'un acteur est d'autant plus fort qu'il est perçu comme imprévisible et incertain, c'est-à-dire comme susceptible de perturber la stratégie des autres. Et du coup, maîtriser l'incertitude est donc la source du pouvoir. Un acteur dans une organisation qui arrive à maîtriser l'incertitude aura un certain pouvoir au sein de l'organisation. Dans toute situation, ajoutons à cela que dans toute situation organisationnelle, les règles et les procédures ne peuvent jamais prescrire, prévoir et anticiper. Donc, il existe toujours une part d'indétermination dans les modalités concrètes du fonctionnement. Ce qui donne quoi? Une marge de liberté pour les individus. Et c'est ce que Crozier et Friedberg appellent la zone d'incertitude que les acteurs vont chercher à contrôler. Donc c'est cette zone d'incertitude, c'est le fait de ne pas pouvoir prévoir et anticiper, donc une zone d'incertitude. C'est dans cette zone que les acteurs vont chercher ce contrôle, donc il y aura des jeux de contrôle. Par exemple, si à l'instant T, une zone d'incertitude contrôlée par un acteur de l'organisation est pertinente, c'est-à-dire est indispensable à d'autres, cet acteur recevra donc du pouvoir. Il a pu contrôler l'incertitude et par définition, donc par conséquent, il a pu recevoir du pouvoir. Et donc, Crozier et Friedenberg, ils identifient dans cette zone d'incertitude 4 sources principales du pouvoir. Première source du pouvoir, c'est ce qu'on appelle, c'est la maîtrise d'un savoir ou d'une compétence particulière. Prenons comme exemple un service de maintenance. Il peut maîtriser seul les compétences pour réparer les pannes d'une machine ou du réseau informatique. Donc là, on est face à quoi? On est face à un pouvoir de l'expert. Une autre source du pouvoir, selon Crozier toujours et Friedberg, c'est le fait de maîtriser l'information et la communication. On prend par exemple dans une organisation, un responsable dépend, donc le top management, il dépend en fait de l'information collectée par un des subordonnés pour justifier par exemple de la bonne performance de son service auprès de sa hiérarchie. Et où réside le pouvoir ici? C'est que le pouvoir du subordonné vient de la capacité à faire soit de la rétention, du filtrage de l'information, voire même de la manipulation. C'est ce qui donne le pouvoir
à se subordonner par rapport à son supérieur hiérarchique. Toujours avec ces sources de pouvoir, la troisième source de pouvoir, c'est ce qu'on appelle la maîtrise des règles organisationnelles. Si par exemple, un supérieur impose un nouveau règlement dans l'organisation, mais ses subordonnés décident de faire la grève, qui consiste à appliquer scrupuleusement ce règlement. Cela va conduire à quoi? Donc le pouvoir de cette grève, cela va conduire à ralentir le travail et à faire carrément baisser la productivité. Et enfin, dernière source de pouvoir, c'est la maîtrise des relations entre, bien sûr, l'organisation, donc le système, et son environnement. Par exemple, au sein d'une organisation, un actionnaire minoritaire peut favoriser, donc soit freiner le rapprochement envisagé par la direction avec une autre entreprise dont ce même actionnaire est également actionnaire minoritaire. Le pouvoir de cet actionnaire ici, c'est quoi? C'est la capacité à détenir un capital de relations extérieures et à mobiliser des réseaux d'influence. Donc si on veut récapituler, cette zone d'incertitude, dans cette zone d'incertitude, Crozier et Fredberg, ils définissent en fait 4 sources de pouvoir. Le fait de maîtriser un savoir ou une compétence particulière, le fait de maîtriser de l'information et la communication, la maîtrise également des règles organisationnelles et enfin la maîtrise des relations entre l'organisation et son environnement. Et donc le fait de maîtriser l'une de ces sources permet aux acteurs, que ce soit un individu ou un groupe d'individus, d'avoir du pouvoir et donc de rentrer dans un jeu de pouvoir. Également, cette vision en fait du pouvoir, elle permet de mieux comprendre les situations un peu complexes des relations de pouvoir dans une organisation. Et elle permet cette compréhension. Et ce qu'on peut dire en fait, c'est que le pouvoir est relatif en fait au contexte et aux personnes impliquées. C'est-à-dire une situation jugée stable et prévisible par les participants, donc là, un contexte qui est jugé prévisible et stable, là, le jeu de pouvoir n'aura pas lieu. Ce pouvoir, donc qui est relatif, il peut être aussi subjectif, c'est-à-dire que le pouvoir d'un acteur dépend de la perception qu'ont les acteurs de son comportement. Donc, il y a une certaine subjectivité dans le pouvoir. Et enfin, le pouvoir est intransitif, c'est-à-dire si par exemple un acteur A du pouvoir sur un acteur B, et puis cet acteur B a du pouvoir sur un acteur C. Rien ne dit que A du pouvoir sur C, mais l'inverse pouvant même se constater. Et là, on revient un peu à cette causalité circulaire au sein d'un système ou au sein de l'organisation. Et enfin, l'analyse stratégique des organisations, elle conduit à quoi? Elle conduit à voir l'organisation comme une arène politique, vu qu'on est dans des jeux de pouvoir où se jouent en permanence des relations de pouvoir. Et puis, malheureusement, c'est sans doute réducteur de la nature des relations entre les individus. Ceci, comme le soutiennent vraiment les tenants de la régulation conjointe et de l'analyse culturelle, donc les deux autres approches de l'école sociologique. Donc par rapport à l'ASSO, l'analyse stratégique organisationnelle, qui est plus dans les jeux de pouvoir, les tenants de la régulation conjointe et l'analyse culturelle disent que ces relations, elles peuvent être animées entre les acteurs, elles peuvent être animées par une volonté commune de coopérer, c'est-à-dire, et c'est ce que nous allons, donc cette coopération et le fait qu'il n'y ait pas vraiment de jeu de pouvoir et qu'il y ait une certaine coopération et un compromis entre les acteurs d'une organisation, c'est ce que nous allons voir dans ce qui suit. Donc on passe à la deuxième approche de l'école sociologique, c'est la théorie de la régulation conjointe. Donc cette théorie, en fait, elle a été proposée par le sociologue français Jean-Daniel Reynaud, donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que cette école sociologique, ce sont beaucoup d'auteurs français,
et de théoriciens qui ont vraiment joué un rôle très important dans cette école sociologique. Donc on revient. Donc la théorie de la régulation conjointe, elle a été proposée par un sociologue français, Jean-Daniel Reynaud, donc avec un de ses ouvrages, Les règles du jeu, en 1989. Et à partir de ses travaux sur les relations professionnelles, il a pu émettre un certain nombre de postulats. Donc la démarche, donc selon Reynaud, la démarche et certains postulats de cette théorie de la régulation conjointe sont proches un peu de l'analyse stratégique des organisations. En fait, les acteurs dans l'organisation, ils disposent d'une marge de liberté et d'action. Donc là, ils sont en effet autonomes. Donc c'est quelque chose qu'on ne contredit pas dans une organisation. Les acteurs ont une certaine autonomie. Et leurs interactions produisent l'organisation. Et c'est là qu'on a ce concept de construit social. Ok, c'est les interactions, comme ce qu'on a vu, les interactions entre les acteurs de l'organisation produisent cette organisation. Et donc on est devant un construit social. Toutefois, Reynaud s'écarte de Crozier et Freudenberg dans l'assaut en refusant la vision d'acteurs qui muent uniquement par la recherche de leur intérêt personnel et interagissent plutôt autour de la relation de pouvoir. Donc les acteurs, donc dans la théorie de la régulation conjointe, les acteurs sont aussi prêts à négocier, à coopérer autour d'un projet commun. Et donc leurs interactions, elles vont déboucher sur la production de règles. Donc, il y aura des règles quand même, ce qui suppose négociation et compromis. Donc il y aura des négociations, il y a des compromis, mais il ne faut pas exclure, sans exclure, les conflits. Et donc Reynaud, il définit le concept de règle, ou bien la notion de règle. Donc pour Reynaud, la règle est un principe organisateur. D'accord ? Il peut y avoir des coopérations, etc. Mais au sein de l'organisation, il faut quand même une certaine règle, d'où l'appellation de la théorie de la régulation. Donc la règle, selon Reynaud, c'est un principe organisateur. Elle peut prendre soit la forme d'une injonction ou d'une interdiction. Et puis, ce qu'elle vise, la finalité, c'est de déterminer des comportements. Mais même si elle détermine strictement les comportements, elle est le plus souvent perçue comme un guide d'action, un étalon et qui va permettre en fin de compte de porter un jugement et un modèle qui oriente l'action. Donc c'est cette orientation d'action qui permet de réguler l'organisation et donc les relations entre les acteurs de l'organisation. Et les règles produites par les acteurs et qui contraignent ou guident les comportements, donc selon la définition qu'on a vue, sont diverses et multiples. Mais Reynaud les classe en deux principales catégories. Première catégorie, ce sont les règles de contrôle produites par la direction générale, donc par le top management. Donc cette direction générale, ces règles, elles permettent premièrement d'ordonner l'organisation, de prescrire les comportements et surtout limiter les zones de liberté et d'autonomie des individus. D'où cette théorie de régulation. C'est vraiment de prescrire, certes, d'ordonner, mais surtout de limiter cette marge de manœuvre et cette autonomie des individus. À côté de cette règle de contrôle, le deuxième type, quant à lui, donc la première règle de contrôle, elle est produite par le top management, par la direction générale. La seconde règle, c'est la règle autonome. C'est des règles autonomes produites par qui ? Par les exécutants et les subordonnés. À quoi elles servent ces règles ? Elles servent de se protéger en fait de ces règles de contrôle. Donc en réaction à ces règles de contrôle et puis de retrouver de l'autonomie et du pouvoir. Et donc là, qu'est-ce qu'on a ? Nous avons une coexistence, donc dans une organisation, la coexistence donc, de ces deux règles, règles de contrôle et règles autonomes, donc on a donc la coexistence de deux régulations qui s'opposent quand même, mais qui reflètent un jeu des acteurs entre contrôle et autonomie. Ainsi, le fonctionnement d'une organisation ne sera
compréhensible qu'à l'aune de ces deux régulations, entendu ici au sens de l'activité de production de règles des acteurs, enfin par les acteurs. Et puis il faut noter aussi que Reynaud, il considère que ces règles en fait sont le fait social majeur. Autrement dit, c'est-à-dire tout individu, dès qu'il s'engage dans une activité sociale au sein d'une entreprise, il est confronté à la régulation, qu'elle soit du top management ou bien des subordonnés. D'où le fait, donc, on est vraiment dans un cadre social, donc on est dans un construit social, d'où le fait que la théorie de la régulation conjointe est également appelée théorie de la régulation sociale. D'accord? Donc, l'individu, dès qu'il s'engage dans une activité sociale, il est confronté à la régulation. Donc, on peut appeler régulation conjointe, enfin théorie de la régulation conjointe, comme théorie de la régulation sociale. Mais en fait, il faut faire attention. Le terme de régulation désigne ici non pas le processus de maintien de l'équilibre ou de la reproduction de systèmes, mais ici c'est la création, le maintien ou la transformation des règles au sein de l'organisation. Mais comment en fait, comment cette régulation conjointe, comment on peut la schématiser en fait? Comment on peut comprendre cette régulation conjointe? Les acteurs au groupe produisent et rediscutent dans leur intérêt, mais aussi pour se coordonner dans la réalisation d'un projet commun qui fonde l'organisation, en prenant en compte les règles de régulation de contrôle prescrites par la direction générale et les règles de régulation autonome en réaction aux règles de régulation et de contrôle. Un compromis peut intervenir entre ces deux acteurs, ce qui implique une négociation pour une nouvelle règle émerge, acceptée par chacune des parties. Et c'est là, une fois qu'il y a compromis, donc renégociation, etc., une fois qu'il y a compromis, c'est une troisième régulation qui apparaît, c'est ce qu'on appelle la régulation conjointe. Mais il faut noter que cette régulation conjointe, elle n'est pas automatique. Elle peut échouer au cas où, au lieu d'avoir cette renégociation, on aura, donc au lieu d'avoir en fait cette renégociation, on aura conflit. Et en cas de conflit, elle n'est pas automatique. Donc cette régulation conjointe n'est pas vraiment automatique. Elle peut échouer dans ce cas. Et chaque partie campera sur ses positions. Et avec des situations d'évitement, donc il y aura un évitement entre dans la direction générale et les exécutants et les subordonnés, donc des situations d'évitement, des blocages et carrément le conflit. Donc vraiment, cette régulation conjointe émerge quand il y a un certain compromis entre la direction générale et les exécutants, mais en général entre les différents acteurs d'une organisation. Ainsi, cette régulation conjointe, cette théorie de la régulation conjointe, elle présente quand même des avantages et des inconvénients. Premier avantage, la théorie de la régulation conjointe, elle s'applique bien aux relations sociales dans l'entreprise, avec la production, par exemple, de conventions collectives, de grilles de qualification et de salaires. Donc là, c'est le premier avantage. Qui permettent autant de résultats de régulation conjointe. De façon un peu plus large, elle permet, donc deuxième avantage, elle permet d'éclairer la dynamique des organisations sous un angle nouveau. Mais il faut noter que les conflits, quand même, sont normaux et même souhaitables carrément, car ils reflètent quoi? Ils reflètent l'existence d'une communauté et qui cherche de nouvelles règles de jeu, donc de nouvelles régulations. Et là on est dans de nouvelles règles de jeu. Et donc cette communauté est prête à poursuivre l'action collective. On n'est plus dans l'individualisme, mais on est dans le collectif. Et la négociation également,
elle permet de mettre un peu l'ordre et d'aboutir à de nouvelles règles et de réinterpréter les règles existantes. Donc vous voyez, on a l'aboutissement de nouvelles règles, la réinterprétation, etc. etc. Et c'est là un des inconvénients de la théorie de la régulation conjointe, c'est qu'elle met en avant l'activité permanente de création, de transformation de règles par des acteurs divers à des moments et dans des contextes différents. Et conséquence, ce qui s'apparente un peu à un bricolage. Cela rend donc l'organisation peu lisible, et qu'est-ce qu'elle perd? Elle perd en cohérence. Donc ces régulations deviennent peu cohérentes, et comme ces différents acteurs qui changent, ces différents contextes, etc., ces régulations, mis à part qu'elles peuvent être peu cohérentes, elles peuvent être carrément contradictoires. Donc là, nous avons vu les deux premières approches de l'école sociologique. La première approche, c'est l'analyse stratégique des organisations, qui est vraiment fondée sur les jeux de pouvoir, sur le pouvoir dans l'organisation. Et la deuxième théorie ou approche, celle de la théorie de la régulation conjointe. Et ces théories, elles permettent de mettre en valeur, ou bien de mettre en exergue la notion de règles, donc de régulation. Ce sont soit des règles émises par le top management, d'accord, ou ce sont des règles en réaction à ces règles de contrôle de la direction générale. Ce sont des règles autonomes ou bien produites par les exécutants en réaction aux règles de la direction générale. Et là, donc après l'assaut et après la théorie de la régulation conjointe, nous entamons la dernière approche de l'école sociologique, c'est l'analyse de la culture organisationnelle. En effet, le psychologue canadien Elliott Jaques est considéré comme précurseur de l'analyse de la culture d'entreprise. Et en fait, c'est dans les années 80 que cette analyse de la culture organisationnelle suscite un fort intérêt dans le monde des affaires. Et ce fort intérêt, il s'est fait en fait à la faveur de conjonctions de différents facteurs. On a le contexte de la crise économique, donc il faut revenir un peu dans le contexte des années 80. C'était un contexte de crise économique, de réhabilitation du rôle de l'entreprise qui est perçu en fait comme un des derniers lieux d'épanouissement social des individus. Et puis aussi, nous avons eu le succès des entreprises japonaises, et ce succès, il est expliqué en grande partie par des comportements culturels. Et c'est là, en fait, que la culture d'entreprise s'impose comme une nouvelle variable déterminante de la performance. Donc, on a commencé dans les années 80 de donner de l'importance à cette notion de culture au sein de l'organisation qui est devenue une variable déterminante dans la performance et donc la création de valeur au sein d'une organisation. Et donc la culture, elle met l'accent sur ce qui est partagé par différents individus, différentes nationalités, ce qui fonde un peu le collectif, l'unité et puis la spécificité d'une organisation et en fin de compte, ce qui favorise l'action collective. Et différentes définitions ont été proposées selon différents auteurs. Donc, selon Elliott Jaques, cette culture organisationnelle, c'est un mode de pensée et d'action habituel et traditionnel partagé par les membres d'une organisation. Deuxième définition, selon Hofstede en 1987, cette culture organisationnelle, c'est une programmation mentale collective. Donc vraiment, on a ce mot collectif qui apparaît à chaque fois. Donc c'est une programmation mentale collective qui permet quoi? De distinguer les membres d'un groupe d'un autre. Et en ce sens, la culture, c'est quoi? C'est en fin de compte un système de valeurs détenu collectivement. Et enfin, la définition qui a été proposée par Shane, donc c'est le principal auteur de l'approche culturelle, enfin de la culture organisationnelle. Shane,
Il définit cette culture organisationnelle comme un ensemble de croyances et d'hypothèses fondamentales partagées par les membres d'une organisation, considérées comme des évidences. Donc ce sont des connaissances de base pour comprendre, agir et décider. Et ainsi, ce sont des réponses aux problèmes apprises au cours du temps. Donc c'est vraiment cet ensemble de croyances qui permet de répondre aux problèmes au cours du temps, d'où l'importance de s'intéresser à cette culture organisationnelle. Comment? Comme vous avez vu, les définitions, elles sont diverses, mais insistent toutes sur des valeurs, des représentations ou des croyances collectivement partagées. Donc là, on est vraiment dans le collectif, collectivement partagé, et qui norme le comportement des individus. Et donc là, on est dans une certaine vision intégratrice de la culture. Donc c'est la vision intégratrice de la culture qui est mise en avant. Donc du partage de ces valeurs, en fait, découle la cohésion du groupe, d'accord, à travers des règles, des codes, des normes, etc. Et puis, la définition, bien l'engagement des membres d'une organisation, et là on est vraiment dans une identité, comme j'ai dit, collective. On a une certaine reconnaissance, il y a une conscience de soi et des autres. Et c'est ce qui permet en fin de compte l'articulation de l'individu au collectif. Et ce qui favorise en fin de compte, ce qui favorise l'action collective, donc une certaine mobilisation, et au final, comme ce qu'on a dit, la culture organisationnelle a pour finalité la performance, de réaliser la réalisation de ces objectifs. Donc la prise en compte, premièrement, des valeurs, détermine la cohésion, définit l'engagement. C'est ce package, qu'est-ce qu'il va permettre? Il va faciliter, au nom, quand même, une certaine action collective et donc une certaine mobilisation et qui va permettre la performance collective. Et donc, j'ajoute à cela que cette vision intégratrice, elle a séduit nombre d'entreprises dans les années 80. Et donc, quand on parle de différentes cultures, d'une différence entre les acteurs, donc, cette vision intégratrice s'est traduite par un véritable effet de mode pour des pratiques de ce qu'on appelle le team building, qui est très utilisé actuellement, mais dans les années 80, le fait de s'intéresser à la culture organisationnelle, cette vision intégratrice de la culture organisationnelle, comme j'ai dit, elle s'est traduite par un véritable effet de mode pour des pratiques de team building destinées à quoi? Donc les team building, la plupart du temps, et je présume que vous connaissez ce terme, il est destiné à assurer la diffusion d'une bonne culture dans l'organisation. Mais à cette vision un peu idéalisée, au risque carrément manipulatoire, d'autres auteurs opposent une vision un peu plus différenciée et fragmentée de la culture organisationnelle. En effet, la culture n'existe pas ex nihilo, elle est produite par les membres de l'organisation au cours de leurs multiples interactions. Donc on est toujours vraiment dans l'interaction et sur une longue durée. Donc elle résulte un peu d'une histoire de l'entreprise. Et donc rien ne garantit qu'une culture unique et stable émerge. Au contraire, on constatera au contraire des sous-cultures ou carrément des micro-cultures qui ne seront pas nécessairement cohérentes et qui peuvent carrément s'opposer. Donc un individu, par exemple, dans une entreprise, un individu peut même adhérer à des sous-cultures différentes et paraîtra un peu ambigu dans son comportement. Donc cette vision hétérogène de la culture permet de rendre compte de la diversité culturelle au sein de l'organisation comme un facteur explicatif de la dynamique d'une organisation, c'est-à-dire conflits ou contradictions entre les sous-cultures, et carrément on peut même avoir une émergence de nouvelles cultures. Donc, on a vraiment là une certaine vision différenciée et fragmentée. Donc on n'est plus dans cette utopie idéaliste de la culture qui permet une certaine performance, mais là,
on voit très bien que carrément on peut avoir des sous-cultures, des micro-cultures, un acteur qui peut avoir différentes, enfin, qui peut adhérer à des sous-cultures différentes, et là on voit un peu le paradoxe. Et donc, le français Renaud Saint-Saulieu a été un des précurseurs de l'analyse de la culture d'entreprise. Il a mis en évidence, en fait, 4 modèles culturels. Donc, nous n'avons pas un seul modèle, mais différents modèles. Et Saint-Saulieu, il a en fait défini 4 modèles culturels et donc en lien avec les rapports de pouvoir dans son ouvrage L'identité au travail en 1977. Le premier modèle, c'est ce qu'il appelle le modèle de fusion, caractérisé par la solidarité, la camaraderie, l'unité de groupe. Et là, c'est vraiment chez les ouvriers spécialisés, les employés du bureau. Donc là, vraiment, c'est un type de modèle culturel. Un autre modèle, c'est ce qu'il appelle le modèle de négociation. Et dans le modèle de négociation, on trouve une certaine autonomie, une acceptation des différences chez les salariés avec une forte qualification, donc les ouvriers professionnels, les techniciens ou carrément les cadres. Un autre modèle, c'est le modèle des affinités, qui permet une certaine mobilité, une réussite individuelle et carrément le carriérisme, et là on le trouve chez les cadres et les ingénieurs. Et enfin, un autre modèle culturel, selon Saint-Saulieu, c'est ce qu'on appelle le modèle de retrait. Et ce modèle de retrait, il est caractérisé par la non-implication et la non-intégration dans l'entreprise typique des jeunes, donc on la trouve dans les entreprises typiques des jeunes, des femmes ou des travailleurs immigrés, privilégiant leurs avis au dehors, c'est-à-dire chez les familles ou en famille ou dans les loisirs. Donc là, c'est vraiment 4 modèles culturels qui montrent que nous n'avons pas un seul modèle, mais les organisations peuvent différer l'une de l'autre. Le modèle de fusion, on a plus de solidarité. Le modèle de négociation, on a cette autonomie et surtout l'acceptation des différences. Les affinités, enfin le modèle des affinités, on est plus dans l'individualisme, donc la réussite individuelle, le carriérisme, et enfin, là où il y a vraiment la non-implication, la non-intégration, c'est dans le modèle de retrait, qui est dans quelques organisations. Et là, c'est quand on est dans des entreprises typiques des jeunes, des femmes, ou bien des travailleurs qui sont carrément immigrés, et donc vraiment, ils sont dans leur organisation, et donc on a une certaine non-implication et une non-intégration. Ainsi, en fait, la culture d'une organisation, elle ne peut se comprendre sans tenir compte de l'influence fondamentale de la culture nationale, appelée macroculture. Donc cette macroculture, c'est le fait de prendre en compte la culture nationale. Or, avec la mondialisation des activités économiques et les multiples fusions ou alliances d'entreprises, celles-ci conduisent à la constitution d'équipes de travail de différentes nationalités. Et c'est là que le management interculturel ou multiculturel, il vise à comprendre les grands déterminants culturels des comportements des individus au travail et carrément permet de proposer des pratiques et des styles de management appropriés aux différents contextes culturels. Et l'importance des cultures nationales, il a été notamment mise en évidence dans les opérations de fusion d'entreprises et plusieurs travaux en fait, ils ont montré des différences de culture nationale qui ont constitué l'écueil majeur. Donc vraiment, il faut que dans la culture d'une organisation, il faut une certaine compréhension. Donc la conclusion de ce slide, c'est qu'il y ait une prise en compte de l'influence de la macroculture. Parce que dans une organisation, nous pouvons avoir la constitution d'équipes de travail de différentes nationalités. Et là, d'où l'intérêt d'intégrer dans une organisation, selon les travaux d'Ofsted, c'est le fait d'intégrer le management interculturel et carrément le management multiculturel qui va permettre de
la compréhension des comportements des individus de différentes nationalités, et du coup, c'est ce qui va permettre cette performance recherchée par les organisations. Mais l'analyse culturelle, elle a montré l'importance des valeurs, c'est ce qu'on a vu, des croyances, des symboles de la réussite ou l'échec de l'action collective. Et là, l'analyse culturelle, elle nous éloigne d'une vision mécaniste, déshumanisée, comme ce qu'on a vu dans l'école classique, de l'organisation mue par des décisions purement techniques, économiques et financières. Et donc, c'est aussi une théorie de motivation, donc comme ce qu'on a vu avec l'école des relations humaines, sauf qu'ici, elle fonde cette fois sur la dimension collective et non individuelle. Et ainsi, l'analyse culturelle ne considère pas l'organisation comme un lieu nécessairement conflictuel, mais pouvant conduire à une communauté productrice au sens commun. Donc, cette notion de motivation collective, donc une fois qu'il y a cette motivation collective, c'est comme ce qu'on a vu dans l'école des relations humaines. Dans l'école des relations humaines, c'est l'individu. Une fois l'individu est motivé, cet individu sera productif. C'est le cas ici, mais en étant dans le contexte de l'école sociologique, dans une certaine dimension collective. Et du coup, une fois qu'on a cette motivation collective, ça va nous ramener à une communauté productrice au sens commun. Et là, de multiples travaux utiles au management ont été produits. On a parlé de culture et cohésion, cohésion d'équipe, la gestion des entreprises multiculturelles, la culture et la gestion du changement, la culture et le recrutement, la gestion de culturelle des fusions. Mais il reste que manager la culture ou par la culture n'est pas si simple, comme le montre en fait le modèle de la culture organisationnelle d'Edgar Schein, un des principaux fondateurs de l'analyse, un des principaux fondateurs de l'analyse culturelle. Et donc, dans son modèle, il distingue 3 niveaux de la culture organisationnelle, reliés entre eux et devant être en cohérence. Et donc, comme j'ai dit, il distingue 3 niveaux. Le premier niveau, ce sont les croyances fondamentales de la culture organisationnelle, reliées entre eux, et qui déterminent ce que pensent et ressentent les individus. Donc là, c'est vraiment les croyances fondamentales, c'est la base. C'est le premier niveau. Donc, c'est les croyances fondamentales ou ce qu'on appelle les hypothèses de base. Donc, les vérités allant de soi, c'est ce qui détermine ce que pensent et ressentent les individus. Après, donc ces valeurs, de ces croyances fondamentales, donc de ces croyances fondamentales découlent les valeurs et les normes qui vont guider en fait les comportements des acteurs. Et enfin, les artefacts, dernier niveau de ce modèle, les artefacts sont les manifestations concrètes de quoi? Des valeurs et des normes. Donc dans les artefacts, qu'est-ce qu'on peut trouver? Par exemple, ce qui est visible, les rites, les cérémonies, les codes de langage ou vestimentaire, les logos, l'architecture, le design des locaux, l'aménagement carrément de l'espace. On peut même parler des récits mythiques et historiques sur les fondateurs d'une organisation. Donc vraiment, c'est les artefacts qui sont les plus visibles. Et Schein, dans son modèle, il souligne la difficulté d'analyse et d'identification des croyances et des hypothèses de base. Donc, cette difficulté c'est en fait ces croyances fondamentales qui orientent l'ensemble de la culture organisationnelle. Ce sont des vérités partagées par les individus, issues de l'histoire, de l'expérience commune, considérées comme allant de soi et difficiles à remettre en cause. Ainsi, on peut dire que la culture est donc difficilement gérable, sauf en surface, donc sauf au niveau des artefacts. Mais rien ne garantit qu'une intervention à ce niveau provoque par exemple carrément un changement culturel en profondeur et dans le sens attendu.
Donc de plus, comme ce qu'on a vu, l'existence de sous-cultures renforce un peu cette complexité, renforce la complexité d'un management de la culture. Donc les jeunes, notre cours de cette semaine touche à sa fin, et puis on va récapituler tout ça. L'école sociologique, 3 approches fondamentales qui fondent cette école. L'analyse stratégique des organisations, comme on a vu, qui est caractérisée par le construit social et par le jeu de pouvoir. La théorie de la régulation conjointe, caractérisée par 2 types de règles de contrôle. La première règle de contrôle prescrite par la direction générale. Et en réaction à ces règles, nous avons le deuxième type de règle, celui des règles d'autonomie. Et ces deux règles devraient coexister au sein d'une organisation et bien sûr à travers un compromis entre acteurs et de l'organisation. Et enfin, la dernière approche, celle de l'approche culturelle que nous venons de voir, qui démontre l'importance de la prise en compte de la culture dans l'organisation, de la culture nationale également, et puis il faudrait manager tout ceci à travers ce dernier modèle que nous avons vu, et surtout la compréhension de ces croyances fondamentales et qui ont pour finalité finalité, l'objectif, c'est d'atteindre cette performance organisationnelle. Donc, j'espère que vous avez pu suivre un peu ce cours. Vous pouvez bien sûr laisser les questions en commentaire ici sur YouTube ou bien dans notre groupe Facebook. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations, que ce soit par adresse mail, par WhatsApp, sur Facebook, en message privé, etc. Et donc je vous souhaite très bon courage et puis portez-vous bien. Au revoir les jeunes.